Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de suivre la RTS et bienvenue dans ce principal rendez-vous d'information au journal que nous commençons par les titres. À 3 jours de l'arrivée du président Obama au Sénégal, la rédaction du journal télévisé poursuit son focus sur les relations entre les États-Unis et le Sénégal. Aujourd'hui, zoom sur la coopération universitaire, les relations commerciales et le centre de tir électronique de la BIPO qui a coûté 800 millions de francs CFA. En deux de la célébration du mouvement de contestation du 23 juin, le M23 a invité l'ancien président capverdien Pedro Pires qui salue l'engagement démocratique du Sénégal. Le dossier du dimanche porte sur les réparateurs de radio, un corps de métier semble-t-il en voie de disparition. De Dakar à Kolda en passant par Tamba, notre reporter a mené l'enquête. Je vous disais tantôt, la coopération entre le Sénégal et les États-Unis se porte bien. La collaboration entre universités américaines et sénégalaises est dynamique et multisectorielle. Mais c'est sur le domaine scientifique que cette coopération se fait le plus sentir, notamment dans le domaine de l'agriculture, ce qui offre bon nombre de perspectives à nos universités mobiles. Sédina Alunfal. Rares sont les bourses américaines disponibles à partir du bac. Dans le domaine de l'enseignement, la coopération entre le Sénégal et les États-Unis s'articule essentiellement autour de la recherche. Une coopération qui facilite la mobilité et l'échange entre chercheurs et étudiants des universités américaines et sénégalaises. Les étudiants de l'université Michigan State qui étaient au Sénégal viennent de partir il y a 3 semaines. Eux aussi, ça leur permet de mieux connaître l'Afrique. Certains d'entre eux finissent par développer, si vous voulez, un thème de recherche et s'engagent dans la rédaction de leur thèse qui porterait sur des réalités africaines. C'est le cas d'Emmanuel Kodzi, étudiant à l'université de New York. Arrivé depuis quelques mois au Sénégal, il compte travailler avec des chercheurs et étudiants de Ziguinchor. Je suis en train de faire des recherches comment ce qu'on a appris aux États-Unis, qu'est-ce qui peut marcher ici au Sénégal. Et donc, depuis septembre, je suis sur place pour essayer de voir comment on peut travailler ensemble et partager des savoir-faire et trouver des moyens pour mettre des jeunes au travail, spécifiquement dans le domaine de l'agriculture. École supérieure polytechnique de l'Université de Dakar, laboratoire d'enseignement et de recherche en géomatique. Ici, on traite l'information géographique. Les étudiants, encadrés par le professeur, font des recherches assez pointues. L'ESP est en partenariat avec l'Université de Michigan. Sur le terrain, cela se traduit par l'amélioration de certaines espèces végétales. C'est par exemple une plantation d'espèces végétales qu'on dit moringa. Moringa oleifera. Moringa, c'est le nebelai. À partir de ça, il y a une possibilité de faire des transformations sur cette espèce, à la fois du point de vue des feuilles, du point de vue du fruit, etc. Et justement, nous travaillons avec le professeur Mouraliner sur ces questions-là. De quoi s'agit-il? De faire en sorte que les chercheurs et les professeurs sénégalais et américains puissent s'engager dans des projets communs, dans des projets mutuellement fécondants, dans le domaine de l'agriculture, dans d'autres domaines. Les universités sénégalaises ont beaucoup d'accords avec celles américaines, une coopération basée principalement sur le domaine des ressources naturelles et l'agriculture, les opportunités pour l'université de Sine Saloum. Toujours dans le cadre de cette visite de Barack Obama au Sénégal, nous nous intéressons ce soir à la coopération commerciale entre les États-Unis et le Sénégal. C'est connu, l'Amérique est la première puissance mondiale et exporte très souvent vers le Sénégal des produits variés. Cependant, le niveau des exportations du Sénégal vers les États-Unis laisse à désirer malgré la mise en place de l'AGOA. Hamidou Diop. Le Sénégal et les États-Unis, deux pays et une longue histoire de coopération dans le domaine commercial. En tant que première puissance mondiale, l'industrie américaine exporte au Sénégal des produits manufacturés, des véhicules et produits alimentaires comme le riz et le blé, mais aussi des produits pharmaceutiques. Le Sénégal, pour sa part, envoie aux États-Unis des produits halieutiques et des objets d'art. Le Sénégal importe plus qu'il n'exporte aux États-Unis, ce qui fait que la balance commerciale est chroniquement déficitaire.
La moyenne des exportations sur les 5 dernières années, les exportations sénégalaises ne dépassent pas les 3 milliards de francs CFA, alors que les importations tournent autour de 60 à 80 milliards de francs CFA. Pourtant, depuis les années 2000, l'AGOA, l'African Growth and Opportunity Act, loi pour la croissance et les opportunités en Afrique, cherche à briser les barrières commerciales du marché américain. 6400 produits venant d'Afrique subsaharienne sont exemptés de taxes douanières et malgré tout, le Sénégal n'exporte que 67 produits. Comme contrainte majeure, les spécialistes évoquent les normes américaines. Les principales contraintes résident dans la faiblesse de la capacité, tant au niveau de la qualité que de la quantité. L'autre aspect aussi également, il ne faut pas le perdre de vue. Les États-Unis ont ouvert leur marché pour donc supprimer les barrières tarifaires, mais la contrainte majeure réside dans les normes. Parce qu'une fois que vous avez produit, votre exportation, notamment sur les produits agroalimentaires et agroalimentaires, doit respecter les normes américaines. Avec un taux de croissance qui avoisine les 4%, le Sénégal veut promouvoir ses exportations et augmenter sa part de marché dans le commerce mondial. La venue de Barack Obama est déjà une grosse opportunité. Pendant son séjour, le président américain va évoquer entre autres sujets les échanges commerciaux et la croissance économique. Coopération États-Unis-Sénégal, le volet sécuritaire occupe une part importante. Ce soir, focus sur le centre de tir électronique, un dispositif spécial logé à la BIP, la brigade d'intervention polyvalente, l'unité d'élite de la police nationale. Ce simulateur électronique unique en Afrique s'inscrit dans le cadre du perfectionnement. Les forces spéciales dans la lutte antiterroriste. Il a coûté 800 millions de francs CFA, nous dit Ousmane Garifay. Vous êtes à la brigade d'intervention polyvalente. Donc cette salle que vous voyez là, c'est une salle qui a été conçue spécialement pour nos entraînements, se perfectionner en tir. Bienvenue à la BIP, l'unité d'élite de la police nationale. Loin du terrain classique, ces super policiers s'adaptent à l'entraînement à des armes de type particulier. La particularité de ces armes, ce sont des armes d'exercice dont le dispositif de mise à feu a été complètement modifié pour laisser place à ce petit mécanisme que vous voyez là, qui joue le rôle de laser. Tout a été reconfiguré. Qu'on soit au champ de tir, qu'on soit dans cette salle, il n'y a aucune différence. La seule différence est que là, c'est le laser qui fonctionne. Ainsi, ces super flics reconstituent chaque jour les scénarios les plus invraisemblables auxquels ils peuvent être amenés à se confronter. Là, c'est un flic. Donc, il parle avec nous. On va faire l'opération ensemble et libérer les otages sans faire de bavure. Une révolution dans l'action et la pratique chez ces super flics. Du gain de temps, de munitions, mais surtout plus de précision et de maîtrise dans l'approche. Nous les mettons de montrer dans un terrain où les gens peuvent être comme si c'est dans le terrain réel. À partir de là, on veut éviter certaines erreurs. Avoir la sûreté qu'ils vont respecter. Toutes ces normes, on les contrôle. Un rétroprojecteur équipé d'un système laser relié à des ordinateurs équipés de logiciels spéciaux. Un dispositif d'apparence simple, mais qui garde tout son pesant d'or. Ce stand, à la place donc, du stand classique, permet à nos éléments donc, de tirer sans utiliser des munitions réelles. Donc c'est très économique. Ça nous permet aussi donc, de parfaire notre technicité en matière donc, de tir et aux éléments d'être très performants. Cette machine a plusieurs facettes. Il y a plus de 2000 scénarios à l'intérieur qui nous permettent donc de faire des techniques d'identification des cibles, donc de travailler la rapidité, la précision et ça nous permet aussi d'être opérationnel. Indépendamment même des scénarios donc, qui ont été importés donc, des États-Unis, nous avons pu tropicaliser des images avec des réalités spécifiques au Sénégal. Là, c'est une prise d'otage qu'on a conceptionnée au niveau du ministère de l'Intérieur. Le gars, il nous a tiré dessus. Voilà. Donc, ce sont des images qu'on a concoctées, mais ce n'est pas encore au point.
Donc si ça sera au point, donc on va configurer ça au niveau de la machine. Ça fera partie aussi de la base de formation au niveau de la BIP. Ce n'est pas uniquement même les éléments de la BIP, mais toutes les forces de sécurité et de défense utilisent ce centre, l'administration pénitentiaire, la gendarmerie par le biais du GIGN et tous nos éléments qui sont formés pour aller en mission au niveau donc de la FPU passent au niveau donc de ce centre de formation. Ainsi, ces super flics prennent plaisir à s'exercer et se perfectionner chaque jour avec ces simulateurs électroniques. Le dispositif a coûté plus de 800 millions à la coopération américaine. Il est le premier en Afrique. En attendant, celui du Kenya, début 2014. Il reste le signe le plus vivant de la coopération entre les États-Unis et le Sénégal dans une zone où les défis ont pour nom grand banditisme, lutte antiterroriste et sécurité des plus hautes autorités. Signalons que ce centre de tir a été installé en 2011. Il a réduit sensiblement les dépenses en munitions. Nous parlons à présent de la réglementation concernant les comptables publics qui date des années 60. Elle doit être modifiée selon l'amicale des inspecteurs du Trésor du Sénégal. Elle a organisé un séminaire de 2 jours pour réfléchir sur la responsabilité des comptables publics. Seydina Alioune Fall. Inspecteur du Trésor, corps de contrôle, pouvoir judiciaire, société civile, une centaine de participants pour réfléchir sur la responsabilité des comptables publics. L'amicale des inspecteurs du Trésor est formelle. Le régime de responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics au Sénégal doit évoluer. Quand on est comptable public, on a une responsabilité personnelle et pécuniaire. Et cette responsabilité personnelle et pécuniaire se prolonge jusque dans votre famille, jusque dans votre descendance. Vous voyez ? Quand on engage la responsabilité d'un comptable public, il a l'obligation de payer ou bien sa femme ou bien sa descendance. Vous voyez, c'est une lourde responsabilité. Et eu égard aujourd'hui aux mutations en cours dans le monde et dans l'espace de 10 mois, nous avons jugé nécessaire de réfléchir sur cette responsabilité que nous considérons comme étant une épée de Damoclès sur la tête des comptables publics, en vue effectivement de donner notre contribution par rapport à cette évolution des textes qui est en marche. À l'aune des mutations économiques et financières dans l'espace UEMOA, la redéfinition du rôle des comptables publics s'avère nécessaire. Dans ce contexte, il est évidemment crucial que les acteurs en charge de la gestion de nos ressources réfléchissent sur leurs responsabilités. Mieux préciser et mieux encadrer la notion de responsabilité, la réflexion est amorcée. L'amicale des inspecteurs du Trésor du Sénégal compte répondre aux exigences de la nouvelle gestion publique. Un forum sur le développement économique et social a réuni des jeunes du département de Tivaouane. Devant leur ministre de tutelle, ils ont exposé leurs problèmes. La rencontre entre dans le cadre du programme de la tournée nationale du ministère de la Jeunesse pour recueillir les doléances et les propositions des jeunes d'Amsila. Ce forum sur le développement économique, social et de l'emploi des jeunes a servi de cadre pour discuter et échanger sur différentes questions. Parmi les plus évoquées au cours de la rencontre, le manque de formation et le chômage. Malgré l'implantation de plusieurs usines dans le département, beaucoup de jeunes de Tivaouane ont du mal à trouver de l'emploi, faute de qualification avérée. Le département de Tivaouane regorge d'atouts en termes d'industrie, en termes de potentialité. Et de ce point de vue-là, je crois qu'il est urgent et important que toutes les ressources du département de Tivaouane, jeunes notamment, se regroupent autour de cette question-là, autour de cette problématique, en vue de créer un espace d'échange entre ces structures d'emploi et le ministère de la Jeunesse et l'ensemble des jeunes départements de Tivaouane. La rencontre a ouvert plusieurs pistes de solutions pour sortir les jeunes du chômage. Entre autres propositions, le développement des créneaux porteurs comme l'informatique, l'agriculture ou l'aviculture et la construction de structures de formation. Pour la réussite du pari, le ministre appelle les jeunes à oser confronter les problèmes. Les grands pays de ce monde, les grands peuples s'organisent pour faire face aux difficultés. Et c'est dans les difficultés que l'on grandit. C'est dans les difficultés que se forge une nation. C'est dans les difficultés que nous pouvons nous donner la main pour relever les défis. Et c'est pour cela que je lance cet appel fort aux jeunes de mon pays pour que nous puissions nous donner la main et que nous n'ayons pas peur d'appréhender les problèmes, mais que nous soyons simplement prêts à relever les défis et à porter notre pays vers les sommets les plus élevés. Pour une démarche globale et participative, le ministre invite les ASC et les daïras à poser des actes citoyens pouvant contribuer au développement de leur quartier. Un nouveau concept est lancé à cette occasion,
Il est dénommé Manmaï Semeré, où je suis mon pays, un slogan qui fait appel à la responsabilité de tout un chacun pour la construction de notre nation. Fin de la 25e semaine nationale de l'enfant. La cérémonie de clôture s'est déroulée à Pékin en présence du ministre de la Famille, de l'Enfance et de l'Entrepreneuriat féminin. Une occasion pour les enfants de demander plus de protection. Le mouvement des aînés protecteurs a profité de cette rencontre pour faire sa prestation de serment, nous dit Salou Sek. Pékin a abrité la cérémonie marquant la fin de la semaine nationale de l'enfant, une occasion saisie par les enfants pour demander l'application des lois qui protègent cette frange de la population. Nous demandons l'application effective des lois qui protègent les droits de l'enfant. En effet, il existe de très bonnes lois au Sénégal, mais elles sont nombreuses. Et pour éviter les confusions et assurer une meilleure protection des enfants, nous demandons la finalisation et l'adoption du projet de code de l'enfant qui existe depuis 2004. Les pratiques sociales et culturelles néfastes affectant les enfants, c'est le thème cette année de la journée de l'enfant. Un thème qui met en exergue les difficultés des enfants africains, même si force est de reconnaître l'amélioration de la situation dans des pays africains, à l'instar du Sénégal, qui innove avec, par exemple, le mouvement des aînés protecteurs des enfants. Nous, aînés protecteurs des enfants du Sénégal, nous nous engageons à accomplir notre devoir de protection des enfants de notre pays, conformément au domaine de préoccupation de notre nation, mais en rapport avec les stipulations de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant. Par votre clairvoyance et votre serment, vous anéantirez les pratiques sociales et culturelles néfastes pour insuffler les logiques traditionnelles, les meilleures voies positives, consacrer nos aïeux, car l'enfant a toujours été en Afrique un legs de Dieu et le cadeau précieux d'une communauté. Le protéger a toujours été un devoir collectif. Le code de l'enfant en cours de rédaction a été soulevé au cours de cette cérémonie. C'était pour s'en féliciter et attendre qu'il améliore la situation des enfants. Chaque citoyen doit participer dans la construction de nos institutions et dans la construction de la démocratie. C'est en tout cas la conviction de l'ancien président du Cap-Vert, Pedro Pires. Il était ce matin au siège de la radio à l'occasion de la célébration du mouvement de contestation du 23 juin. 2 ans après, le M23 reste fidèle à son engagement, celui de la consolidation de l'état de droit et de la démocratie. Par ailleurs, l'émergence économique et sociale du Sénégal entre dans son combat, nous dit Moussa Mané. À défaut d'occuper l'espace public, c'est une salle qui a servi de cadre à certains membres du mouvement du 23 juin pour célébrer l'an 2 de la contestation populaire. Ce 23 juin 2011 est une date qui marque un tournant dans l'histoire politique du Sénégal. D'un élan, disons, sans précédent, les citoyens s'est levé pour combattre la forfaiture. Et la forfaiture n'était rien d'autre que un président qui a épuisé 2 mandats constitutionnels et qui voudrait en rajouter. Le citoyen s'est approprié le combat pour la préservation de la Constitution. Les leaders religieux, chacun, la société civile, les leaders politiques, chacun y a mis du sien au prix de sa vie. Des citoyens sénégalais debout devant les grilles de la représentation nationale pour dire non à une modification de la Constitution. Ils sont soucieux, selon toujours Aladien, de la consolidation de l'état de droit et des institutions républicaines. De passage à Dakar, l'ancien président du Cap-Vert n'a pas manqué de donner son point de vue. Le mouvement en soi a fait un grand sursaut de responsabilité. Les citoyens sont intervenus pour combattre ce qu'ils considéraient une violation des lois et de la Constitution. Donc ça, c'est très important parce qu'au lieu de supporter cette question, on a décidé de changer, de participer, d'agir. Donc c'est le plus important parce que la démocratie signifie sa participation et responsabilité. Ne signifie pas qu'on doit ignorer ce qui se passe, la commodité, etc. Signifie participer, agir, participer, donner sa contribution.
Le M23 est un mouvement hybride. Il est composé d'au moins 200 organisations de la société civile, mais aussi des partis politiques et des indépendants. Il reste un mouvement d'alerte et de veille. Aujourd'hui, dans ces nouveaux défis, figure le combat pour l'émergence économique et sociale du Sénégal. Macky Sall, président de la République du Sénégal, chronique d'une consolidation démocratique, c'est le titre du numéro 16 des cahiers de l'alternance du CESTI. Ce livre, produit par les étudiants de la 40e promotion, est consacré à l'élection présidentielle de 2012. La cérémonie de présentation du cahier de l'alternance 2013 s'est déroulée au CESTI à Abdelaziz-Ban. Ce livre de 264 pages est produit par les étudiants de la 40e promotion du CESTI. Macky Sall, président de la République, chronique d'une consolidation démocratique, est consacré à l'élection présidentielle de février-mars. Le titre répond à ce qui s'est produit ici l'année dernière. C'est une nouvelle alternance. On aurait peut-être mis le cahier de l'alternance 2. C'est l'histoire d'un changement de régime au forceps. Et ça, c'est mon sentiment personnel. Nous avons vécu en 2012 une année de braise avec des victimes, vous le savez. Mais notre pays s'en est sorti par le haut. C'est un support pédagogique, un document qui relève exclusivement de l'observation et de l'investigation. Ce n'est pas un document d'analyse, ce n'est pas un document de réflexion. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est un document qui suscite une réflexion, qui va aider à la réflexion. Le numéro 16 des cahiers de l'alternance est réalisé grâce au concours de la Fondation Konrad Adenauer, un partenaire fidèle. La première alternance a été le point de départ de cette aventure. Aujourd'hui, on présente un document qui fait la chronique d'une seconde alternance qui est survenue au Sénégal. Cela veut tout simplement dire pour le CESTI que nous avons fait un bon bout de chemin ensemble. Cela prouve que le partenariat entre le CESTI et la Fondation Konrad Adenauer est un bel exemple de compagnonnage. On est une fondation politique qui œuvre pour la démocratie, la paix et la justice dans le monde entier. Le cahier de l'alternance 2013 a permis aux étudiants d'appliquer sur le terrain les théories apprises à l'école. Ils ont dû surmonter beaucoup d'obstacles. À peine le numéro 16 publié, le CESTI se lance déjà à la production du prochain numéro des cahiers de l'alternance. Le CES a entamé son 11e congrès. Cette rencontre a débuté depuis vendredi. Une rencontre qui a été l'occasion pour le ministre de l'Enseignement supérieur de lancer un appel pour un dialogue social apaisé au niveau de l'université. Le compte-rendu est signé Salouzek. Ils étaient tous là, membres, sympathisants et étudiants, à l'occasion du 11e congrès du SAES, syndicat autonome de l'enseignement supérieur. Un congrès au cours duquel un hommage mérité a été rendu aux précurseurs de ce mouvement. Nos anciens, disais-je, nous ont couvés et élevés sur les fondations de la démocratie, de l'autonomie et de l'indépendance vis-à-vis de tout groupe de pression. Dit ainsi, on tomberait presque dans un truisme facile, mais cela n'est qu'une illusion continue pour peu que l'on regarde autour de nous. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons rester les dignes héritiers en renforçant et en consolidant ce précieux legs qui a fait de nous tous ce que nous sommes à cet instant de l'histoire. En venant à cette invitation, je reste convaincu que le président de la République, pur produit de l'université sénégalaise, travaillera inlassablement à instaurer des conditions favorables pour le développement de l'enseignement supérieur et de la recherche. C'est pourquoi je vous invite à renforcer notre coopération par la concertation, le dialogue permanent, l'esprit d'initiative, avec le seul souci de favoriser la résolution des problèmes et la prise en charge de nombreux défis qui interpellent l'enseignement supérieur.
Khalifa Ababakar Ndiaye et ses camarades ont appelé tous les syndicats à la concertation pour un meilleur avenir de l'enseignement supérieur au Sénégal. Des distinctions ont été remises aux hommes et femmes qui se sont battus pour le rayonnement du SAES. Le SAES en congrès, un sujet signé Mansour Sow. En marge de ces journées scientifiques, une cérémonie de remise de diplôme a eu lieu à Sorano pour l'École nationale pour le développement sanitaire et social, ENDSS. Plus de 100 étudiants ont reçu leur diplôme de fin d'études. La cérémonie a réuni parents, amis et le personnel administratif de l'école. Aïda Mamadou Diop. Je m'efforcerai de maintenir mes connaissances professionnelles au niveau le plus élevé. Je m'engage à chercher sans cesse à me perfectionner en suivant l'évolution de la science obstétricale. Ils sont désormais assistants sociaux, sages-femmes, agents du service d'hygiène. Après des années d'apprentissage, ces étudiants reçoivent leur diplôme d'État. Le défi de l'école, c'est de former un personnel de santé de qualité, apte à prendre en charge les problèmes de santé de la population. Et vous savez très bien que le personnel qui est, en fait, les produits de cette école, ce sont eux-mêmes qui prennent en charge seuls au moins 60% de la population sénégalaise, en ce sens que ce sont les infirmiers chefs de poste et les sages-femmes qui se trouvent au niveau des zones rurales. Et vous savez très bien que la zone rurale, ce que la zone rurale représente dans nos pays en développement. Le secteur sanitaire sénégalais connaît un déficit de personnel. Pourtant, il existe une disponibilité de ressources humaines de qualité. Le recrutement de ces diplômés sortis de l'ENDSS serait donc un bénéfice pour les populations et pour l'État. Cela faciliterait l'attente des OMD. Le pari que nous avons, c'est le pari de recrutement. Le gouvernement a fait un gros effort en matière de recrutement. Il y a plus de 520 qui seront recrutés pour le compte du ministère de la Santé. Les établissements publics de santé puissent recruter ce personnel diplômé. Et cela renforcera la qualité des soins. La cérémonie de remise de diplôme a coïncidé avec les journées culturelles et scientifiques qu'organise l'ENDSS chaque année. La 17e édition de ces journées a eu comme thème la prise en charge de la douleur dans les maladies cancéreuses. L'APEX, au chevet des populations de la commune de Joal-Fadiouth, l'association du personnel des étudiants catholiques de la santé du Sénégal a organisé des journées de consultation gratuites au profit de ces populations, des actions qui entrent dans le cadre des activités de l'association Ibrahim Ndong. Le pont de Joal-Fadiouth déserté. En ce jour du Seigneur, la cour de l'église Saint-François-Xavier ainsi que le jardin d'enfants constituent le point de convergence des populations. C'est l'objectif, se faire consulter gratuitement. Toute la population de Fadiouth est très contente et il salue encore le geste. Et si on peut, dans l'avenir, ça peut être renouvelé plusieurs fois quand même. Âgée seulement de 4 mois, la petite Neytoutissène souffre de rhinobronchite et d'un palu. Comme elle, d'autres enfants traînent différents types de maladies. Des cas de rhinite infectieuse et à la fois aussi allergique, des cas de pneumopathie banale, des cas de pharyngite, d'angine si vous voulez. Donc c'est essentiellement ces genres de pathologies que nous avons eu à rencontrer. Du côté du troisième âge, les pathologies les plus fréquentes sont liées aux problèmes de tension, de diabète, entre autres. C'est généralement des personnes âgées et les personnes sédentarisées, ils ne bougent pas beaucoup. Voilà, c'est essentiellement ça. Et l'alimentation aussi. Ces journées de consultation gratuites sont organisées par l'APEX, l'association du personnel et des étudiants catholiques de la santé du Sénégal. Une fois par an, l'association décide d'aller faire des actions au niveau de la zone rurale. Donc c'est dans ce cadre qu'on avait choisi la Petite Côte et particulièrement l'île de Fadiouth pour venir faire des consultations gratuites au profit des populations. Pendant 48 heures, les populations de la commune de Joal-Fadiouth ont pu se consulter et se soigner gratuitement. Des œuvres caritatives organisées chaque année par l'association dans les régions. Problématique de la gestion urbaine des ordures, le cas de Kaolack. Le sujet a été débattu par l'agence de presse sénégalaise. Entre ateliers et visites de terrain, les journalistes et agents de l'APS ont débattu de la question pour apporter des solutions. Claire Diop. La problématique de la gestion des ordures en milieu urbain, une équation difficile pour la plupart des municipalités du Sénégal. À Kaolack, la situation est plus qu'inquiétante.
Aujourd'hui, la question réunit une multitude d'acteurs. Journalistes, décideurs et leaders de développement se sont mobilisés pour faire un plaidoyer, mais aussi pour voir quelle stratégie entreprendre pour éradiquer de façon définitive le phénomène. Le constat est que la bonne information fait défaut. Et les populations doivent percevoir les enjeux, les problèmes liés donc, aux questions environnementales pour mieux les prendre en charge. Je pense qu'il y a une ignorance. Nous voulons impliquer les médias pour relayer l'information. La délégation a visité les quartiers de Dialagne-Est, Medinambaba, Baleona. Sur cette bande converge l'ensemble des eaux de pluie de Kaolack pour aller vers la mer. L'ampleur des désagréments est mesurée à sa juste valeur. Ici, les images sont choquantes. En période de marée haute, les eaux de la mer ont tendance à aller vers les terres. Ce qui fait que quand il y a de fortes pluies, il y a une forte concentration d'eau ici. Devant l'urgence, un accent particulier est mis dans la zone. La mairie prévoit de grands travaux pour changer les conditions de vie de ces populations. Ce bassin, à terme, va permettre de stocker les eaux de pluie. Combiné à une station de relèvement et de pompage qui sera installée ici au niveau du pont, cela va nous permettre de stocker les eaux de pluie. De l'avis de ces acteurs, l'environnement doit faire l'objet d'une bonne communication pour stimuler les investissements. Les documents que nous allons produire serviront donc assurément de base aux partenaires au développement pour vraiment orienter des investissements massifs. Les activités ont duré 3 jours. Des ateliers ont précédé la visite de terrain. Il en est ressorti que la lutte contre l'insalubrité à Kaolack doit passer impérativement par une gestion participative. Les désagréments posent un réel problème de santé publique qui affecte les populations et le budget de la mairie. Ces dernières sont appelées à changer de comportement afin de régler de façon définitive la question. Notre dossier du jour s'intéresse aux réparateurs de radio. Le métier est plus connu sous l'appellation de technicien audio de maintenance. De Dakar à Kolda, en passant par les autres régions du Sénégal, on retrouve ces artisans dans la plupart des marchés. Pendant longtemps, ils ont fait le bonheur des auditeurs des différentes chaînes de radio du pays en réparant leurs postes transitors. Hélas, aujourd'hui, c'est un corps de métier en voie de disparition. Notre reporter Eric Nemadi a fait un tour dans plusieurs marchés de Kolda, de Tambacounda et de Dakar pour faire la situation sur ce métier. Kolda, il est 10h passées un vendredi. Chérif Dafé, enseignant à Kumbakara, un village frontalier à la Guinée-Bissau, vient voir son réparateur de radio. Bonjour, comment allez-vous? Mon poste radio ne marche pas. Comme Chérif, ils sont nombreux à solliciter les services de ce technicien. Ils viennent de plusieurs endroits du département de Kolda. Bon, je suis venu ici juste pour régler un problème. Et voilà. Mon poste radio était tombé en panne aussi. Pour de location, j'ai amené à mon réparateur pour qu'il puisse me réparer. Je tiens à ce poste radio parce que vraiment, on est dans une zone, je peux dire enclavée. Une aubaine pour Mamadou Salih Diallo, ce jeune technicien arrive à bien vivre de son métier. Nous reviendrons sur cet élément dans nos prochaines éditions. Le moral des troupes est au beau fixe et la situation sécuritaire est bien maîtrisée. C'est le constat fait par le chef d'état-major général des armées. Le général de division Mamadou Saou s'est rendu dans les secteurs les plus importants de la zone militaire numéro 5 de Ziguinchor, Louis-Philippe Sagna. Sindian, dans le département de Bignona, à près de 5 km de Ziguinchor, première étape de cette visite. Sur place, le commandant du 3e bataillon d'infanterie a présenté l'état des lieux. Aussitôt après, le SEMGA s'est adressé à la troupe. Vigilance et rigueur dans le travail sont les maîtres mots. Djouloulou, Bignona, puis Adéane, fief du bataillon des blindés, ont également accueilli la délégation. Comme dans les autres secteurs, le général de division a réitéré les mêmes recommandations. À Ziguinchor, au 5e bataillon d'infanterie, il était question de voir l'état d'avancement du chantier du centre médical interarmé avant de revenir sur l'objet de cette visite en zone sud.
Notre mission, c'est de donner la sécurité, de donner de l'espace aux populations. C'est une mission régalienne que nous avons et qui va se poursuivre. Et le constat que nous avons aujourd'hui, c'est qu'il y a une certaine accalmie et que nous nous efforçons de maintenir pour permettre, particulièrement avec l'arrivée prochaine de l'hivernage, aux populations de pouvoir s'adonner à leurs activités agricoles en toute quiétude. Il faut signaler que d'autres secteurs non moins importants ont été visités. C'est le cas de la base navale secondaire d'Elinkine. Un temps d'arrêt a été mis au point de débarquement. À Oussouy, le bataillon des parachutistes occupe toujours le terrain. L'accueil du haut commandement a permis de rehausser le moral des troupes. Le Sénégal abrite depuis ce matin les travaux de la 14e session de la Grande Commission mixte de la coopération sénégalo-marocaine. Les experts qui sont réunis aujourd'hui dégagent les voies et moyens d'un renforcement de la coopération entre les deux pays. Kaltom Gueye. Des centaines d'années de coopération sans aucune ride, voilà comment on pourrait personnaliser les relations entre le Maroc et le Sénégal. Ces deux pays ont noué des partenariats dans tous les secteurs clés du développement. La commission mixte se charge de renforcer les acquis et d'ouvrir des perspectives. Véritable baromètre des relations entre deux pays. La commission mixte de coopération que nous avons en charge d'organiser constitue à cet égard un cadre idéal devant permettre l'évaluation sans complaisance du niveau d'exécution des importantes décisions arrêtées par les plus hautes autorités de nos deux pays, aussi bien sur le plan économique et commercial que dans les domaines culturels, social, universitaires et d'ouvrir de nouvelles perspectives de coopération. Cette 14e session de la Grande Commission mixte sera donc l'occasion de passer en revue les différents secteurs de notre coopération, déjà multiformes et diversifiés, mais également de renforcer et d'approfondir ses axes ainsi que son cadre juridique. Le Maroc intervient dans les domaines tels que l'agriculture, l'énergie, les mines, les transports et les infrastructures. Donc cette rencontre sera l'occasion de faire le bilan. Nous n'avons pas attendu cette 14e session pour consolider, conforter et répondre aux exigences de la coopération et du partenariat que nous avons la volonté de bâtir ensemble. C'est dire que l'intervalle de nos deux sessions a enregistré la réalisation d'actions multiples dans plusieurs secteurs. Agricole, ferme-pôle d'excellence, pluie artificielle, électrification rurale, et y compris les réalisations du secteur privé. La commission mixte est un cadre d'échange pour instaurer une nouvelle dynamique de coopération. Le ministre des Affaires étrangères et son homologue marocain procéderont ce lundi à la signature de plusieurs accords qui entrent dans le cadre du renforcement des liens entre le Maroc et notre pays. Au Nigeria, les disciples de Maïk Bagnas ont célébré le Gamou annuel commémorant sa naissance sous l'égide du Khalif général de Medina Baye, Cheikh Tidiane Niasse. L'état de Jigawa au nord de l'état d'Ogun au sud-ouest ont été choisis par les autorités religieuses et gouvernementales pour accueillir la famille niassène de Medina Baye. Les différentes rencontres ont permis de rappeler la vie et l'œuvre de Baye Niasse qui compte plus de 60 millions de disciples au Nigeria. Envoyés spéciaux au Nigeria, Ousseynou Niasse et Awandiaï. Le Conseil suprême de la Faïda Tijaniya au Nigeria a eu une organisation exemplaire pour les Gamou célébrant la naissance de Maulana Cheikh al-Islam El Hajj Ibrahim Niasse dit Baye. Nous sommes à Doutse, dans l'état de Jigawa, au nord du Nigeria. Région très islamisée et peuplée en majorité par les Haoussa. Cheikh al-Islam El Hajj Ibrahim Niasse, le vivificateur de la sunna du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, compte plus de 60 millions de disciples au Nigeria. Il est incontestablement un guide spirituel qui a introduit la tariqa Tijane au Nigeria vers les années 1938. Chaque année, la famille de Medina Baye Niasse de Kaolack fait le déplacement pour rappeler à ces millions de disciples le rôle et la place de l'imam de la Faïda Tijaniya. Je ne pouvais pas m'imaginer un rassemblement aussi important. C'est quelque chose d'indescriptible. Il faut le voir directement pour y croire. Donc cela montre vraiment un développement fulgurant de la Faïda. Et je pense que tout ça, s'il y a un message à lancer au Sénégal, c'est que Cheikh Ibrahim, c'est un citoyen sénégalais qui a vendu le Sénégal dans le monde entier, qui a travaillé pour le Sénégal et dont tout Sénégalais doit être fier.
L'implication du détenteur de la Faïda Tijaniya, Baye Niasse, pour le développement socio-économique a été soulignée par les différents gouverneurs de région, les émirs, mais aussi par les Mouhadam de la République fédérale du Nigeria. Le dialogue entre chrétiens et musulmans pour une paix durable est une des missions du Khalif général de la Sahibul Faïda, Serigne Cheikh Tidiane Ibrahima Niasse. La délégation de Medina Baye s'est rendue à Abeokuta, ville située dans l'état d'Ogun. Nous sommes dans le sud-ouest du Nigeria. L'ex-président Olusegun Obasanjo est originaire de la ville d'Abeokuta. Cette fois-ci, pour le Maoulid de Baye Niasse, les disciples de l'ethnie Yoruba ont rendu un vibrant hommage à Cheikh Ibrahima Niasse. La confrérie Tidjane joue un rôle important pour l'union des peuples du Nigeria. Le Conseil suprême de la Faïda Tijaniya du Nigeria continue toujours de magnifier l'œuvre de Baye Niasse. Plus de 30 ans après sa disparition, la Faïda Tijaniya prend de plus en plus d'ampleur au Nigeria, preuve de sa dimension internationale. Les journées culturelles Cheikh Ahmadou Bamba se poursuivent en Italie. Cette caravane qui sillonne plusieurs villes mobilise la communauté sénégalaise, mais aussi les autorités des deux pays. Notre envoyé spécial, Mbaye Thiam, nous fait découvrir les étapes de Parme, Toscane et Genoa. Genova, la cité des grands navigateurs, est aussi une ville d'immigration. Plusieurs milliers de Sénégalais y travaillent. Cette grande manifestation est une occasion pour eux d'évoquer leur situation parfois difficile face à l'administration italienne. Une cause plaidée ici par le représentant du chef de l'État est Serigne Mamor Mbacké. L'avocat des immigrés ne cesse de marteler la nécessité de respecter les lois du pays d'accueil, tout en prônant la compréhension et la clémence pour ses compatriotes qui ont besoin de paix et de stabilité pour participer pleinement au développement de l'Italie. Le guide religieux a salué la disponibilité des autorités italiennes qui se sont engagées dans la coopération et le partenariat avec le Sénégal. S'adressant à nouveau aux talibés, le marabout missionnaire les invite sans complexe à s'abreuver dans les valeurs défendues par nos guides religieux. Encore une fois de plus, le thème de l'éducation religieuse est abordé chez les enfants de la diaspora. Après Genova, cap sur Toscane, précisément à Livorno, où plusieurs milliers de talibés sont venus de Pise, de Florence. De véritables moments de retrouvailles. Les différents orateurs et membres du comité d'organisation expliquent le bien fondé de ces journées culturelles chez Ahmadou Bamba, comme un moyen de se mesurer, une invite à l'introspection. La Fédération des Daïras de Toscane est connue pour son implication dans la réalisation d'infrastructures sociales dans la ville sainte de Touba. À son actif, la morgue, l'éclairage public et l'hôpital pédiatrique. Des initiatives saluées par Serigne Mamor Mbacké qui longuement est revenu sur les valeurs fondamentales qui régissent le bon musulman. Autre étape, Parma, la zone agroalimentaire de l'Italie a mobilisé du monde. La résidence Khadimou Rassoul acquise par la communauté mouride en 2005. Serigne Mamor Mbacké Murtada l'a rebaptisé Al-Ambra en souvenir de la conquête des musulmans en 1492 à Grenade, en Espagne. En défenseur des valeurs morales, il s'insurge contre les adeptes de l'argent facile. Enfin, il invite les talibés à respecter les recommandations du Khalif général des Mourides. Baïtiam, envoyé spécial en Italie. L'Armada de Rouen 2013 a vécu. L'événement qui est célébré chaque 5 ans ressemble le plus grand voilier au bateau de l'Europe. Il se déroule sur la Seine et regroupe des milliers de visiteurs pendant presque 2 semaines. Parmi eux, Maman Moussagnan. Ils sont venus de tous les coins de la France et même au-delà pour découvrir, admirer les plus beaux, les plus grands voiliers du monde et les plus grands navires du monde. À chaque armada, on vient. Je viens toujours à chaque armada. Depuis combien d'années vous venez? Depuis la première armada, 1989. Deuxième fois. J'étais venu il y a 5 ans en arrière. Toujours la fête et toujours autant de monde. C'est la première fois. Il y a beaucoup d'animations, de stands pour manger, pour s'amuser et surtout des très beaux bateaux. Moi, ça me rappelle surtout les ports français en Bretagne. C'est vraiment intéressant, on voit tout, ils nous expliquent tout, on peut visiter les bateaux, c'est vraiment magnifique. Ce sont des milliers de personnes qui se rassemblent chaque jour pendant presque 2 semaines sur le quai de Rouen dans les bateaux.
Armada fluviale, grande pagaille, parade du siècle, promenade en scène, compétition sportive, initiation à la voile, concerts, feux d'artifice et bien sûr, visites de bateaux sont au menu de cette fête nationale. Tous ces bateaux viennent de pays différents. Il y a Norvège, Portugal, Angleterre, il y a des bateaux français, il y a des bateaux d'un peu partout en fait du monde. C'est énorme quoi, et de les avoir gardés encore dans cet état-là actuellement, c'est super. La manifestation est organisée par le Conseil général de Seine-Maritime, le port autonome de Rouen, l'agence de l'eau, entre autres organismes pour faire revivre l'histoire marine. Vous verrez sur le village de l'eau, il y a beaucoup de stands pédagogiques à destination des enfants pour faire comprendre qu'est-ce que l'eau au robinet, comment la polluer, comment la dépolluer et comment protéger les milieux naturels. On apporte des subventions pour faire des travaux qui visent à améliorer la qualité de ce milieu. L'Armada de Rouen, organisée en 1989 pour la première fois, marque de bons moments pour célébrer et rappeler l'univers de légendes des navires d'autrefois. Mamoussagna, envoyé spécial en France. Quelques ennuis techniques nous avaient empêché de vous proposer notre dossier qui est consacré aux réparateurs de radio. Mais à présent, tout est en bonne place et nous allons pouvoir suivre ce dossier réalisé par Eric Niemadi sur ce métier en voie de disparition, à savoir les réparateurs de radio. Kolda, il est 10 heures passées un vendredi. Chérif Dafé, enseignant à Kumbakara, un village frontalier à la Guinée-Bissau, vient voir son réparateur de radio. Bonjour, comment allez-vous? Mon poste radio ne marche pas. Comme Chérif, ils sont nombreux à solliciter les services de ce technicien. Ils viennent de plusieurs endroits du département de Kolda. Moi, je suis venu ici juste pour régler un problème. Et voilà. Mon poste radio était tombé en panne aussi. Pour location, j'ai amené à mon réparateur pour qu'il puisse me réparer. Je tiens à ce poste radio parce que vraiment, on est dans une zone, je peux dire enclavée. Une aubaine pour Mamadou Salih Diallo, ce jeune technicien arrive à bien vivre de son métier. Je rends grâce à Dieu vraiment. À Kolda, le métier de réparateur de radio se porte bien, même si certains ne font plus les mêmes recettes qu'avant. Le travail, ça va un peu. Parfois on fait des affaires, parfois non. Situé au marché de Tambacounda, l'atelier de Babacar Diop reçoit chaque jour des clients. Ici, en plus de la réparation des transistors, on répare d'autres appareils. Une façon de diversifier ses activités pour faire face à la menace qui pèse sur son métier de réparateur de radio qu'il exerce depuis 2 décennies. Depuis les années 90. C'est depuis que j'ai quitté l'école, quoi. Comme j'avais des copains électroniciens, alors je m'étais lancé dans ce métier, quoi. Pour ce technicien de Tamba, la situation est plus critique. N'ayant pas les mêmes compétences que Babacar Diop, il est obligé de s'accrocher à ce métier, avec beaucoup de peine cependant. Ce sont nos apprentis qui réparent les portables. Nous nous occupons des postes transistors. Si dans les régions de l'intérieur du pays, le métier de réparateur de radio se porte relativement bien, à Dakar, le corps de métier bat de l'aile. Ici, au marché Ngelaw, à Nyaritali, l'ami squatte l'atelier de Babacar Tramé, un réparateur de téléphone portable. La réparation des lecteurs CD, MP3 et ordinateurs portables marche mieux. Malgré son diplôme d'électronicien en poche, il peine à joindre les deux bouts. Il nous arrive de rester plusieurs jours, voire 1 à 2 mois sans avoir de clients. La réparation des postes radio, ce n'est vraiment pas ce qu'elle était. Cette crise a accentué la vie également, mais de temps en temps, il devient régisseur de cinéma pour se tirer d'affaires. J'ai fait pas mal de films comme régisseur. Quand il y a des films,
suis contacté parfois. Là, je laisse mon atelier pendant 3 mois ou 2. Je vais faire un peu de régie. Et je reviens. C'est ça ce qui attire mes trucs. Voilà. La radio, c'est juste la passion. C'est juste la passion. Pour bien suivre comment dire ça, encore l'évolution technologique, il faut avoir de la formation. Aujourd'hui, on tend vers le numérique. Donc, qui n'a pas une formation à la matière ne peut pas vraiment, comment dire ça, encore intervenir. À la longue, aura des problèmes pour intervenir dans la maintenance radio. Mon conseil, je conseillerais au métier de réparateur radio, ne serait-ce que d'aller faire 2 mois ou 3 mois de formation au niveau des structures de formation existantes au niveau au niveau de Dakar. Ça serait quelque chose de bien, quelque chose qui raffermirait leur connaissance en matière de dépannage, de réparation radio. Avec l'avènement des clés USB, des ordinateurs portables, des cellulaires et autres, les réparateurs de postes transistors connaissent des difficultés. Même si le phénomène est général, c'est à Dakar que le métier est le plus menacé. Pour s'en sortir, ces artisans se reconvertissent dans le petit commerce. Réparateur de radio, un métier en voie de disparition. Dossier signé Eric Nimati. De sport dans les armées, la 40e Assemblée générale du Conseil international du sport militaire, session Afrique de l'Ouest, s'ouvre demain lundi au ministère des Affaires étrangères sous la présidence du ministère des Forces armées. 14 pays y participent. Nous écoutons à ce propos le colonel Libas Laïgué au micro de Tanda Khandiaye. L'OLAO, c'est l'Office de liaison de l'Afrique de l'Ouest. C'est un démembrement du Conseil international du sport militaire, communément appelé CISM. En dehors de l'OLAO, nous avons au niveau africain ce qu'on appelle OSMA. OSMA, c'est l'organisation du sport militaire en Afrique. Donc pour revenir à votre question, la 40e Assemblée générale de l'OLAO va se tenir donc au Sénégal, du 24 au 29 juin prochain. J'ai eu l'insigne honneur d'être désigné par le général-chef d'état-major général des armées à la tête du comité d'organisation pour mener à bien cette mission. Donc, dès que cela nous a été notifié, nous avons pris toutes les dispositions. Nous avons des officiers des armées, de la gendarmerie et de la brigade nationale des sapeurs-pompiers, avec des compétences diverses. Nous avons fait récemment un point de situation au chef d'état-major général des armées concernant le niveau de préparation. C'est le lieu de témoigner notre gratitude au chef d'état-major général des armées et à l'ensemble des grands commandements qui en fait nous ont mis entre les mains tous les moyens pour mener à bien cette mission. Effectivement, toutes les dispositions ont été prises à cet effet. Hier, on a reçu le secrétaire général de l'OLAO qui est venu en précurseur et qui est déjà hébergé. Et à partir de demain et jusqu'au dimanche, nous allons recevoir la suite des délégations pour entamer les travaux dès lundi. La sélection nationale de basketball U19 version masculine est en regroupement. C'est dans le cadre des préparatifs des championnats du monde qui doivent se tenir à partir du 27 juin à Prague en République tchèque. Le Sénégal va affronter pour son premier match l'Australie, ensuite le Brésil et la Serbie. Moussa Mané. Cette séance d'entraînement est la 16e du genre que les Lions du basket U19 effectuent depuis leur entrée en regroupement il y a quelques jours. À ce niveau, l'équipe est sur la dernière ligne droite et c'est le moment de revoir les automatismes. Pratiquement, le groupe est à 85%. Et à 85%, il suffit simplement de faire certains réglages. Et sur le plan compréhension du jeu et compréhension du système de jeu, ça est là, tout le monde a compris. Mais il reste encore l'efficacité donc dans cette compréhension et dans ce système de jeu-là. Il est bon de comprendre ce qu'on fait, mais il y a des astuces qu'il faut utiliser dans le basketball et marquer donc 2 points avant donc que le système soit en place. Pour cette campagne de Prague, le sélectionneur a fait appel à 7 expatriés. Ils viennent de l'Espagne, de la France et des États-Unis. C'est le cas de Racine Tala qui évolue dans une université de Caroline du Sud aux États-Unis. Pour l'ancien sociétaire de l'école de basket Anne-Marie John, c'est une nouvelle expérience. Déjà, il peut compter sur le soutien de la famille.
c'est le coach qui m'a aidé à aller aux États-Unis, qui m'a dit de venir ici pour juste essayer avec l'équipe nationale, quoi, parce que rien n'était sûr. Et après je me suis entraîné avec eux et tout ça. Après le coach m'a vu et il a aimé mon jeu. Il m'a dit que ouais, il allait me présélectionner. C'est une nouvelle expérience que je vis avec l'équipe nationale. Et ça se passe bien jusqu'à cet instant et j'espère que ça va continuer. Selon les autorités fédérales, le regroupement s'est bien passé, la confiance est de mise. Cependant, l'argent reste le nerf de la guerre. Ça va être un championnat très relevé avec 16 équipes. Nous sommes avec, dans une poule prenable. Je pense que les gosses que nous avons vus aujourd'hui, qui ont fait un match avec l'équipe de Babacar, je pense qu'ils n'ont pas donné, ils ont marqué le maximum de points. Je pense que comme je le dis, pour aller en Afrique, bien pour aller au mondial, il faut mettre au minimum 60 points. Je pense qu'aujourd'hui, les gosses l'ont mis à peu près 70 points. Je pense que ça c'est très bon pour une équipe qui se prépare dans un championnat du monde. Pour le moment, on est toujours sur les 170 millions pour les 4 ou 5 compétitions internationales. Donc acte 1, d'abord c'est les U19 garçons, acte 2 c'est les U19 filles, acte 3 c'est le championnat d'Afrique garçons à Bamako, à Abidjan, acte 4 c'est les filles à Maputo. Donc on a une enveloppe de 170 millions. Donc je dépense le plus normalement du monde et puis je vais voir maintenant jusqu'où l'enveloppe peut m'amener. Les championnats du monde du basket U19 s'ouvrent ce 27 juin à Prague, en République tchèque. Le Sénégal démarre le même jour face à l'Australie pour enchaîner le lendemain et le surlendemain contre le Brésil et la République de Serbie. Mesdames et messieurs, c'était tout pour cette édition de 20h au Sénégal ou à l'étranger. Merci de nous avoir suivis et bonsoir.